Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, 1 heure de décryptage de l'actualité des faits de société avec la rédaction de Factuel.media. 1 heure avec l'indispensable Victor Lefebvre. Bonjour Stéphane. Bonjour, et avec nous également Alexandre Martinez, enquêteur à Factuel.media également. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Dans un instant, on va parler de cold case. Vous savez, les affaires non résolues. Eh bien, 2 journalistes reviennent sur 10 célèbres cold cases et développent une théorie particulièrement intéressante dans un livre paru chez Larousse. Souvent, les cold cases ne sont que des affaires dont la réponse était déjà dans le dossier. On va voir tout ça. Et la morale de ce livre qui m'a passionné est qu'il ne faut jamais refermer un dossier judiciaire. On en parle tout à l'heure avec Marion Garnier et Cyrielle Adam, auteurs de Cold Case chez Larousse. Mais tout de suite, je voudrais que l'on revienne sur une affaire passée totalement sous les radars médiatiques. Cette semaine, une affaire grave, pourtant, a conduit à la condamnation de 2 journalistes de Mediapart, également pigistes à Radio France, condamnés par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir financé des terroristes de Daesh. Céline Martelet et Edith Bouvier, condamnées pour avoir envoyé de l'argent à des femmes de djihadistes. Alexandre Martinez, vous avez signé hier un article qui rappelle les faits qui sont d'une assez grande gravité. De quoi s'agit-il ? Eh bien effectivement, les 2 journalistes que vous citez, donc Céline Martelet et Edith Bouvier, ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris en première instance pour financement du terrorisme, puisqu'elles ont en effet donné de l'argent à des soldats de l'armée régulière irakienne dans le but d'exfiltrer des femmes de djihadistes qui sont présentes sur place afin de les rapatrier, et c'est la raison pour laquelle elles ont fait l'objet de cette condamnation. Alors, soyons bien clairs. Ces femmes, ces journalistes ont payé pour que des femmes de Daesh sortent des prisons irakiennes et soient rapatriées, c'est ça ? Oui, tout à fait, d'où la gravité des faits, puisque là, il y a une certaine collusion avec une entreprise terroriste, en l'occurrence Daesh, l'État islamique. C'est pas la moindre en plus. Tout à fait, oui. Et donc le parquet a bien évidemment rappelé la gravité des faits, et la Cour a condamné, selon les réquisitions du procureur, donc des peines quand même, il faut le dire, importantes, puisqu'on est sur 10 mois et 12 mois de prison avec sursis simple. Et d'ailleurs, elles ne sont pas les seules condamnées en cette première instance. Il y a qui d'autre ? Eh bien, il y a également un ancien avocat du barreau de Paris qui s'appelle Bruno Vinet, qui lui aussi a fait l'objet de condamnations similaires, puisque les magistrats ont estimé qu'il avait été l'un des responsables de l'envoi d'argent vers ces soldats irakiens, donc dans le but toujours d'exfiltrer les familles de djihadistes présentes en Irak. Est-ce que cet acte est un acte de pur financement ? Est-ce qu'il y a une arrière-pensée ? Est-ce qu'il y aurait derrière la volonté d'entretenir de bons rapports avec les milieux djihadistes, sachant que ces 2 journalistes travaillent sur des sujets sensibles liés au terrorisme, c'est-à-dire qu'elles ont un appétit pour ces mouvances islamistes ? Mais tout à fait, elles s'y connaissent dans ces milieux, puisqu'elles ont écrit conjointement 2 ouvrages parus aux éditions Plomb en 2018, notamment sur la vie des familles présentes sur place, et puis le cheminement de tous les Français qui sont partis en Irak rejoindre le front pour justement l'État islamique, pour Daesh. Et elles ont d'ailleurs signé plusieurs papiers sur ces mouvances et sur ces départs vers cette zone syro-irakienne. Et d'ailleurs, elles en signent toujours. Oui, on va y revenir, parce qu'on a présenté ces 2 femmes comme étant des anciennes journalistes de Mediapart. Or, elles continuent à travailler manifestement à Mediapart. En tout cas, au mois de février, elles signaient encore des articles. On va y revenir. Mais je voudrais demander à Victor Lefebvre, est-ce que c'est courant que des journalistes
comment dirais-je, n'hésite pas à mettre la main à la poche pour entretenir des bonnes relations? Est-ce que pour tout simplement avoir des gestes d'humanité envers des terroristes? En tout cas, eux, ces deux journalistes, ces deux femmes, c'est leur ligne de défense, effectivement, de dire qu'elles l'ont fait par humanité pour préserver, pour sauver la vie des enfants de djihadistes qui effectivement n'ont commis aucun crime. Et effectivement, c'est leur ligne de défense. À ma connaissance, non, en ce qui concerne le pays et des informateurs. Après, il faut quand même souligner que ces deux journalistes se trouvent sur un terrain de guerre à l'époque. On est en pleine bataille de Mossoul en 2016-2017. Ouais. Donc les conditions de travail ne sont évidemment pas les mêmes que pour des journalistes de terrain sur n'importe quel autre sujet en France. C'est des conditions quand même qui sont très particulières. On se situe un peu dans une forme de zone grise. Donc voilà, c'est pas forcément pour les défendre ni pour les accabler, mais voilà, simplement rappeler qu'elles pratiquent un journalisme de reportage de guerre qui n'est pas tout à fait le même que celui que pratiquent d'autres journalistes. D'accord, mais il n'est pas très fréquent que dans le journalisme de reportage de guerre, comme vous dites, on mette la main à la poche comme ça pour faire sortir des gens de prison. Oui, alors là, c'était pas pour obtenir des informations. Effectivement, c'était pour faire en sorte que donc cette négociation avec un soldat de l'armée régulière irakienne, simplement pour sauver une vie. Effectivement, elles l'ont dit elles-mêmes lors de leur procès. Elles ont dit qu'elles étaient sorties du cadre de leur fonction. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire pour l'instant. D'accord. Alors, en tout cas, l'affaire est suffisamment grave pour que le tribunal de Paris, vous le disiez à l'instant, Alexandre Martinez, estime que ces journalistes ont commis des actes graves, des fautes graves. Les condamnations ont été importantes. Elles vont faire appel ? Tout à fait. Elles ont interjeté appel de cette décision en première instance, comme le prévoit le délai dans la loi. Et on attend bien évidemment la suite. Et puis le renvoi en appel de la décision. Du coup, ça pose quand même un certain nombre de questions sur le crédit accordé à leur travail. Personnellement, j'ai pu lire leur dernière parution sur le conflit Israël-Hamas, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles n'y vont pas avec le dos de la cuillère contre l'État d'Israël. Tout à fait, c'est un petit peu une porosité, une collision avec un certain islamo-gauchisme. Et quand l'on lit les derniers articles, on est sur des titres quand même particulièrement édifiant. Le dernier en date est le 11 mars, titré « Le Ramadan dans la douleur dans la bande de Gaza ». Si l'on remonte un peu plus loin, 18 février, « Comment survivre à Gaza ». Le 15 janvier, Gaza, une guerre trop longue. Donc on voit qu'il y a quand même un petit problème au niveau de l'impartialité tout de même. Bon, on peut être surpris également par l'attitude de nos confrères, puisque beaucoup de nos confrères ont passé totalement cette affaire sous silence. Moi, ce que je considère être un manquement au devoir d'information, premièrement, c'est pas parce que ce sont des journalistes qu'on ne doit pas parler de leur démêlés judiciaires. D'autres ont minoré l'affaire en expliquant qu'il s'agissait d'anciennes journalistes de Mediapart, alors que selon nos informations, on vient d'en parler, elles y travaillaient encore récemment. Le dernier article, dites-moi, c'était quelle date ? Tout à fait, c'était le 11 mars, donc en fait, à peu près 2 semaines, c'est très récent. Et cette affaire a été révélée également par Philippe Val, je crois, sur un média confrère. Tout à fait, il avait notamment pu rappeler lors d'une chronique qu'il y avait un certain problème au niveau de la déontologie entre le service public et certaines mouvances qui peuvent s'apparenter en l'occurrence de l'islamisme à du terrorisme, et que ils avaient tendance à avoir un peu des œillères et à fermer les yeux sur l'engagement un peu poussé de certaines journalistes ou pigistes qui en sont directement liés. Il faut préciser qu'elles sont menacées de mort quand même depuis cette chronique de Philippe Val. Sur Internet notamment. Bien sûr. Vous avez raison de le faire, Victor Lefebvre. Alors, petite question comme ça au passage. Il n'existe pas de commission de déontologie pour les journalistes. Il y a peut-être quelque chose à dire quand même sur ce sujet. Effectivement, c'est une bonne question. Et en fait, depuis 2019, il y a ce qu'on appelle un conseil de déontologie de journalisme et de la médiation. C'est une association de loi 1901, mais ça n'a pas véritablement de valeur puisqu'on n'est pas sur un conseil de l'ordre comme on peut le voir pour les professions assermentées. Je prends le cas des médecins ou des avocats qui peuvent prendre des mesures fortes, et notamment la radiation. Et ça n'est pas le cas pour le journalisme. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore vous savez quoi, moi je le regrette personnellement. Création de l'ordre. Merci Alexandre Martinez. On peut retrouver votre article sur la plateforme d'actualité factuelle.media. Dans un instant, on va parler de cold case. Savez-vous ce que c'est ? Ce sont des affaires non résolues. Sont-elles toujours le signe d'un crime parfait ? On en parle dans un instant avec nos invités, Cyrielle Adam et Marion Garnier. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, 1 heure de décryptage de l'actualité des faits de société avec la rédaction de Factuel.media. Toujours avec nous Alexandre Martinez et Victor Lefebvre, tous deux enquêteurs. Nous accueillons 2 auteurs formidables. Marion Garnier, journaliste et rédactrice en chef de Non Élucidé, et Cyrielle Adam, rédactrice en chef de Enquête Chrono et auteur, toutes les deux, ou autrices comme on dit maintenant, du livre Cold Case paru chez Larousse. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous demander quelle est la définition de ce qu'est un cold case. Alors, littéralement, le cold case, c'est un cas froid, un cas sur lequel on n'enquête plus, fermé. Mais en réalité, et heureusement, depuis des années, ce qu'on appelle cold case, ce sont de vieux dossiers qui ne sont pas résolus. Dans notre livre, on parle de 10 affaires, certaines sont résolues, mais ont été longtemps des cold cases. D'accord. Alors, depuis quand les cold cases font l'objet d'un traitement spécifique? Je crois que ça vient des États-Unis. C'est parti des États-Unis. Et puis maintenant, on va y venir, on en parle en France aussi, des cold cases. Je ne sais pas si ça vient des États-Unis. En France, on a depuis 2 ans une structure judiciaire spécifique, qui est le pôle de Nanterre, qui s'appelle le pôle. En réalité, son vrai nom, c'est le pôle des affaires non élucidées et des crimes sériels. Ouais. Mais il y avait déjà dans plusieurs régions des services d'enquête spécialisés dans les vieux dossiers. Il y avait déjà la cellule cold case à la gendarmerie nationale, mais donc aussi c'est pas si récent que ça. C'est pas ça. Ce qui est récent, c'est qu'en fait on regroupe les affaires, que les affaires qui sont en souffrance remontent, que on ne dit plus c'est terminé et que ça permet un nouvel œil. Mais ce qui est intéressant, c'est que certains dossiers qui sont transmis au pôle cold case restent dans leurs services d'enquête initiaux. C'est pas forcément le service d'enquête qui est en panne. Alors dites-nous un peu plus sur ce service nouvellement créé il y a 2 ans. Oui, donc le pôle de Nanterre, il s'est fondé il y a 2 ans tout pile, en mars 2022. Il y a 385 procédures en souffrance qui ont été portées à la connaissance du pôle donc crime sériel ou non élucidé donc en 2 ans. Donc ça concerne des affaires de criminels ou des disparitions qui datent de plus de 18 mois, donc 18 mois après les faits. Il y a 3 juges d'instruction qui travaillent à temps plein au pôle de Nanterre, bientôt 4, puisque Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a annoncé qu'il y a un 4e juge d'instruction qui serait bientôt nommé. Chaque juge se limite à peu près à 30 affaires. Ils sont pas on essaie de pas trop les surcharger non plus. Et alors il y a quelques avancées notables grâce à ce pôle qu'il faut quand même souligner. C'est l'interdiction de détruire les scellés jusqu'à 10 ans après la prescription des faits et la mise en place également de l'étude de ce qu'ils appellent les parcours criminels. Donc c'est-à-dire on va s'intéresser donc à des tueurs en série morts ou vivants. Donc ça, il peut s'agir de Michel Fourniret pour parler d'un tueur en série décédé, de Nordal Lelandais qui est vivant, et on essayait de voir un peu quelles étaient leurs localisations à l'époque, et donc on renverse en fait, c'est ça le processus, pour vérifier s'il n'y a pas certains crimes non élucidés à l'époque qui pourraient correspondre à la zone géographique à l'époque de certains tueurs en série bien connus. Et donc il y a 88 dossiers qui sont en cours d'instruction dans l'un des 3 cabinets du pôle, 17 sont en enquête préliminaire du parquet, et pour les 280 dossiers restants, le pôle s'est déclaré lui-même incompétent ou estime qu'ils ne sont pas prioritaires. Alors le plus vieux dossier... c'est intéressant de se plonger dans les archives. Le plus vieux qui est étudié actuellement, c'est l'affaire Méchineau. C'est un couple, donc c'est en 1972, donc il y a plus de 50 ans. Un couple et ses 2 enfants, c'est une histoire incroyable, qui passait le réveillon de Noël chez des amis. Et donc ils ont disparu dans la nuit de Noël, ils sont jamais rentrés chez eux en réalité, donc ils ont disparu. C'était à Cognac en Charente, ils n'ont jamais été retrouvés. Et pour donner quelques chiffres pour compléter ce tableau, donc plus de 3/4 des victimes dans les procédures en cours sont des femmes, 25% sont des mineurs, et dans 7 cas sur 10, les affaires sont des homicides, le reste étant des enlèvements et des viols. Bon, ce sera peut-être pour le tome 2, Marion Garnier et Cyrielle Adam. Alors, à la lecture de votre livre, qui traite donc d'une dizaine d'affaires, 10 affaires criminelles qui ont marqué les esprits, eh bien, on est frappé par, je dirais, une thèse qui est intéressante. C'est que souvent, les cold cases, qui sont des affaires donc non résolues, on l'a compris, sont non résolues, en fait, parce que l'on n'a pas su poser les bonnes questions au bon moment, ou parce que l'on a été empêché d'enquêter dans la bonne direction. Finalement, la vérité est souvent sous les yeux des enquêteurs, mais ils ne la voient pas. Cyrielle. Ça peut arriver effectivement dans le livre. On a notamment une affaire qui est l'affaire du petit Jonathan Coulon. On va y venir justement, vous me faites la transition. Qui pour le coup, la vérité s'inscrit
dès le départ des investigations dans le dossier, avec la venue de ces policiers allemands qui viennent donner... Alors justement, pour que nos auditeurs comprennent bien, dans cette affaire Jonathan Coulon, est-ce qu'on peut tout simplement rappeler ce que c'était que cette affaire? Jonathan Coulon, c'est un petit garçon de 10 ans qui part en classe de mer. Il vit à Orval, dans le Cher. Il part découvrir la mer pour la première fois. Et au bout de quelques jours, il disparaît mystérieusement dans la nuit. C'est vraiment le cauchemar terrible de chaque parent. Au petit matin, il est introuvable. L'enquête démarre très rapidement, c'est-à-dire que directement les gendarmes de Saint-Nazaire arrivent sur place, font des investigations poussées, il y a des menées, des recherches colossales qui sont menées tout de suite. Et surtout, il y a la venue de policiers allemands qui viennent dire à nos gendarmes français... ce mode opératoire, ce petit garçon qui disparaît dans un centre de vacances en pleine nuit, sans bruit, sans éveiller aucun soupçon, nous, c'est quelque chose qu'on a déjà en Allemagne. C'est arrivé à 3 reprises, des petits garçons qui ont disparu de camps de vacances en pleine nuit et qu'on a fini par retrouver morts plusieurs semaines plus tard. Et justement... Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au moment, les Allemands, quand ils arrivent, eux, ils sont en pleine enquête. Ils cherchent ce tueur en série qui a enlevé et tué plusieurs petits garçons, qui en a violé certains. C'est toujours des petits garçons d'une dizaine d'années, un peu plus ou un peu moins. C'est très souvent, même la plupart du temps, des enfants qui sont enlevés en pleine nuit dans des lieux de vie de communauté, des pensionnats, des colonies, ce qui montre quand même un mode opératoire particulier. Bien sûr. Et donc, eux, ils viennent et ils demandent à rentrer dans le centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins. Parce qu'il faut comprendre que pour eux, c'est une scène de crime, entre guillemets, qui est toute fraîche. Donc pour eux, c'est... Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas pris en considération par les services d'enquête français, par les gendarmes? Qu'est-ce qui fait que ça coince à ce moment-là? Moi, je pense que ça coince parce que les gendarmes, ils sont dans une effervescence, parce que eux, ils arrivent très rapidement, les Allemands. Sans doute à un moment où en France, on espère encore retrouver Jonathan vivant. Donc en fait, l'urgence, c'est pas tellement d'aider les Allemands sur une série de meurtres qu'ils ont. Je pense que c'est ça, c'est retrouver Jonathan. Et puis aussi, il y a cette effervescence, mais il y a aussi à cette époque en France... l'idée que les tueurs en série, on en parle beaucoup. C'est un truc américain, que quand on ne sait pas qui a commis un meurtre, on a tendance à dire c'est un tueur en série. On n'est pas encore bien dans l'analyse des scènes de crime, des modes opératoires. Et puis surtout, très vite, quand on va retrouver le corps du petit Jonathan, il y a une erreur, mais on est aussi dans des années où la police technique et scientifique et la médecine légale ne sont pas exactement comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le médecin légiste fait une conclusion qui va fausser et laisser les gendarmes dans cette idée que ça ne peut pas être la piste allemande. Il va dire que Jonathan est mort sans doute 15 jours, c'est ça, 2-3 semaines après son enlèvement. Donc ils se disent... Il a été enlevé, il a été séquestré dans le coin. Donc c'est quelqu'un du coin. Donc ça peut pas être l'Allemand. D'autant plus que Jonathan disparaît à Saint-Brévin-les-Pins, il est retrouvé à Guérande. Donc on a 30 kilomètres de différence. Et qu'est-ce qui va faire alors rebondir cette affaire et qu'on va se souvenir qu'il y avait les Allemands, le tueur en série, et qu'est-ce qui va faire rebondir ce cold case, justement? En fait, c'est assez cruel, je trouve, pour la justice française, parce que quand les Allemands arrivent à identifier, à arrêter ce qu'ils appellent le Schwarzmann, elle parle mieux allemand que moi, l'homme en noir, parce que les enfants disaient... certains ont pu faire un portrait robot, puisque en fait, ils relâchaient les enfants, en gros, qui devaient être tétanisés, qui faisaient pas de bruit. Ceux qu'il a tués, c'est ceux qui se sont débattus, qui ont crié, là il a eu peur de se reprendre, donc il les tuait. Mais certains l'ont vu vivant, donc ils ont décrit un homme en noir. Quand ils ont réussi à arrêter l'homme en noir, qu'on a appris que c'était Martin Ney, ils lui ont posé des questions à Jonathan, les Allemands. Parce que les Allemands, eux, ils étaient... Et c'est lui qui a reconnu avoir tué à Saint-Brévin. Non, il n'a pas reconnu. Non. Et c'est pas la France non plus qui, à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, je crois que les gendarmes continuent de dire que c'est peut-être pas Martin Ney. C'est en fait un codétenu de Martin Ney qui va aller dire en Allemagne,
Moi, Martinet m'a dit, c'est quand même bizarre que j'ai pas été entendu sur l'histoire d'un petit Français à Saint-Brévin-les-Pins, parce que j'étais sur les lieux. Et voilà, et comme ça, et c'est ainsi que l'affaire a été élucidée. Dans un instant, on revient sur d'autres affaires de cold case. On va parler de l'affaire Kulik et de l'affaire Sylvain Dietrich et bien d'autres. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse, de faits divers, de faits de société qui font l'actualité. Nous sommes toujours en compagnie d'Alexandre Martinez, de Victor Lefebvre, de Factuel.media, et nous avons avec nous Marion Garnier et Cyrielle Adam, toutes deux auteurs d'un livre passionnant sur les affaires non résolues, Cold Case, aux éditions Larousse. Il y a une affaire que vous évoquez et dont j'aimerais vous reparler avec vous, c'est l'affaire Sylvain Dietrich. Alors, pouvez-vous, brièvement, pour nos auditeurs, Marion Garnier, nous rappeler les détails de cette affaire? Alors, pour le coup, l'affaire Sylvain Dietrich, c'est un cold case qui a été résolu 25 ans après les faits. Ça commence dans un petit bois à la périphérie de Belfort. On retrouve le corps d'un jeune étudiant de 24 ans qui s'appelle Sylvain Dietrich. C'est Stéphane, hein, Sylvain, c'est son frère. C'est Stéphane. Ouais, Stéphane. Sylvain, c'est son frère. Stéphane Dietrich, pardon. C'est moi qui vous induis en erreur. Hein. Alors, vraiment, je vous présente des excuses. Donc, mais son frère a une importance... Son frère a une importance très très grande. On retrouve son corps lardé de coups de couteau. Il s'est pris 11 coups de couteau. C'est un meurtre extrêmement violent. Il est à moitié dénudé. Et... la dernière personne qui l'a vu vivant, c'est un de ses amis qui s'appelle Christophe Blain, qui est venu la veille le chercher chez ses parents. Ils doivent préparer à ce soir-là un départ en vacances dans le sud de la France. Ouais. Et le jeune étudiant est parti en disant « je reviens dans un quart d'heure ». Il n'est pas revenu, donc évidemment les enquêteurs vont voir ce copain. C'est le dernier toujours qu'on va voir, ils lui disent... Et il dit « on s'est vu et il m'a demandé de le déposer à la fête foraine ». La famille y croit pas du tout parce que c'est un garçon, c'est un étudiant assez, j'allais dire maniaque, mais c'est pas négatif, très organisé. Donc ils disent, on connaît ses proches à des détails parfois étonnants. Ils disent impossible, il pleuvait, il serait pas sorti sans son parapluie ni en short, c'est impossible. Les enquêteurs cherchent, le copain, il reste sur cette affaire-là et voilà, et ils l'entendent et ils arrivent pas à lui faire dire autre chose. Et comme dans un film, arrive à ce moment-là une autre piste et c'est à ce moment-là que l'enquête part sur une mauvaise voie, mais là, c'est un coup de pas de chance. Il y a une femme qui fait un appel anonyme en disant « Moi, je sais, l'affaire du meurtre dans le Petit Bois, c'est parti du Fort Atry, le lieu de la fête foraine. » Donc, ils mettent un temps fou à rechercher ces forains, parce que toutes les enquêtes dans le monde des forains, c'est très long. Ils les identifient, ils tombent, la femme dénonce quelqu'un qui tient un stand de loterie et son employé, ils finissent par les localiser dans une autre ville où ils sont, et le forain vient de se suicider en laissant un mot désolé pour la grosse connerie que j'ai faite. Donc évidemment, là tout le monde se dit est-ce que c'est la mort de Dietrich Et quand même les enquêteurs continuent, il y a une autre piste totalement rocambolesque sur quelqu'un qui ressemble un peu à la victime qui dit on a voulu me tuer moi. Et puis, au bout d'un moment, la justice s'annonce vaincue et clôture le dossier. 15 ans après. Près, voilà, 15 ans après les faits, plus aucune investigation. Erreur, d'ailleurs. Erreur, mais 2 ans plus tard, finalement, on rouvre le dossier. En fait, le frère aîné se bat, médiatise. Il fait des galas pour obtenir de l'argent. Les médias peuvent être un recours pour qu'une affaire ne soit pas enterrée, si on ose dire. Bien sûr, il médiatise l'affaire et il fait notamment l'affaire dans laquelle on travaille. On consacre un documentaire à l'affaire non élucidée. Peu de temps après... Vous prépariez ça pour quelle chaîne, pardon ? France 2. France 2, d'accord. C'était sur France 2 l'affaire. Après. Et il y a des nouveaux témoignages qui arrivent. L'affaire est rouverte. Je vous le dis rapidement, il faudra lire le livre, mais l'affaire est rouverte. Et quelqu'un fait le lien grâce à un document que distribue le frère sans arrêt. Des années après, il passe son temps à faire des galas, à distribuer, si vous avez un témoignage et tout ça. Quelqu'un fait le lien entre ce document et une émission de télé qu'il a vue, non élucidée, et qui dit, mais c'est vrai, ils parlent, ils disent qu'il était ami avec un pion, et moi, c'est vrai, quand j'étais jeune, il y avait un pion qui m'avait dit, mais t'accepterais de tuer quelqu'un pour moi ? Ils étaient jeunes, ils savaient pas trop quelle était la part du vrai et du faux, et là, il se dit, c'est peut-être vrai. Donc,
il va voir les enquêteurs. Le copain Christophe Blain, on est quasiment 20 ans après les faits, hein, là. Ouais, ils ont vieilli, tous ces gens, bien sûr. Et réentendu. Ouais. Et il craque assez vite, en fait. Il craque assez vite quand on le confronte à ces nouveaux témoins. Et il craque assez vite. Et moi, l'impression que j'ai, c'est que je pense qu'en fait, il aurait mieux fait d'avouer tout de suite, parce qu'il a dû avoir une vie épouvantable, rongée par la culpabilité. Ouais. Il a déménagé très vite. Il paraît, tout le monde s'étonnait. Et pourquoi, quels étaient les mobiles de cet assassinat? Alors, qu'est-ce qu'il va reconnaître, précisément? Lui, ce que dit Christophe Blain, il dit qu'il avait eu des relations sexuelles avec Stéphane Dietrich, que Stéphane Dietrich voulait continuer ses relations sexuelles, que lui ne voulait pas et qu'il subissait un harcèlement de sa part. Au procès, il est resté là-dessus. La famille, il n'y a rien qui prouve ça. Personne dans l'entourage ne sait si effectivement ils avaient une relation autre qu'une relation amicale. Mais est-ce que vous pensez que dans la famille de la victime, on n'avait pas envie vraiment d'aller explorer du côté de la vie sentimentale de ce garçon, et que peut-être ça a un petit peu influencé le cours de l'enquête? Je pense que c'est terrible parce qu'en l'occurrence, dans les affaires qu'on traite, on voit combien les parties civiles peuvent être essentielles. Mais en fait, il ne faut pas que les enquêteurs écoutent trop les familles non plus. Parce que dans chaque enquête, tous, il nous arrive n'importe quoi. Il y a sûrement des parts d'ombre, des choses que les gens vont découvrir, notre entourage, des anecdotes qui vont être très importantes pour l'enquête dont personne n'a entendu parler. Il ne faut pas que les enquêteurs écoutent trop les proches. Et oui, et les proches disaient non. Stéphane, il est pas homosexuel. Stéphane, il construit sa vie, il fait ses études, faisait des études brillantes, et il verra pour sa vie amoureuse après. Je ne sais pas si c'est vrai qu'ils avaient des relations sexuelles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est noué entre ces deux garçons autre chose que il y a un mobile, et le mobile est personnel. De quel ordre est-il voilà. Mais ça montre qu'effectivement, plus de 20 ans après, c'est un signalement, grâce à votre documentaire, aussi grâce à l'activisme quand même du frère de Stéphane, qui est un signalement qui a été rendu possible et qui a rendu possible la résolution de cette affaire. Comme quoi, il ne faut jamais... Mais il y a quelques affaires comme ça qui ont rebondi grâce à la médiatisation. On l'a vu avec l'affaire Moritz dans le Nord, cet artificier qui avait été retrouvé tué. Et En fait, ce qui est très important, c'est que même les vieilles affaires, il peut toujours y avoir de nouveaux témoignages. Là, en l'occurrence sur Dietrich, ça semble énorme. On se dit comment lui, il n'a pas pensé à les dire mon pion. Mais il n'avait pas fait le lien entre l'affaire. Il peut toujours y avoir des témoignages très importants qui arrivent. C'est pour ça que c'est important de jamais clôturer les dossiers. Parce que quand un dossier est clôturé, avant de pouvoir traiter les nouveaux témoignages, il faut obtenir la réouverture du dossier et la réouverture d'une information judiciaire. Et tout ça, ça prend du temps. Comment ça s'obtient d'ailleurs? Il faut demander à la justice de réouvrir, ça demande des examens, de professionnels, de magistrats. C'est un combat, j'imagine, qui est très compliqué. Ouais. C'est un combat dans lequel on a intérêt à être très bien accompagné d'avocats. Ce sont souvent des familles qui ont des avocats pendant des années, y compris quand les procédures sont fermées, et qui passent leur temps à demander des choses, à essayer de trouver comment faire rouvrir le dossier, à demander des actes. C'est un combat. D'ailleurs, vous le rappelez à la fin de votre livre, vous militez justement pour le fait qu'il y ait des actes d'enquête régulièrement. Ça permet de repousser, c'est ça, la prescription des faits. C'est quelque chose de... Ça paraît bête, mais c'est quand même très important dans un acte judiciaire. Oui, ne jamais faire en sorte que soit des actes nouveaux, ça permet de reculer la date de clôture, en fait, à chaque fois. Puis un acte nouveau, c'est pas forcément grand-chose. C'est juste ça peut être juste un PV en fait qu'on inscrit au dossier qui peut faire un état des lieux de là où en est le dossier, mais qui permet de faire s'éloigner cette prescription. En fait, la prescription elle court à partir du dernier acte d'enquête. Voilà. Et c'est 10 ans, c'est ça, pour un crime? Tant qu'on est en mouvement, il n'y a pas de prescription. Ah oui. D'accord. Donc, par exemple, pour un crime, je crois que c'est 10 ans après. C'est 20 ans maintenant. Ah, 20 ans après, d'accord. J'espère que je... Bon.
Bon, de toute façon, si c'est 10 ou 20 ans, c'est déjà des délais très longs. Mais la recommandation, et c'est très intéressant dans votre livre, c'est qu'à chaque fois que l'on peut trouver l'occasion d'un petit complément d'enquête, c'est reculer d'autant la fermeture de cette affaire et donc espérer avoir des éléments nouveaux. Et puis le dossier qui n'est pas fermé, c'est aussi un dossier qui n'est pas dans les grèves des tribunaux. C'est aussi un dossier que le service d'enquête est obligé de garder physiquement. Donc c'est aussi souvent, ça on l'a vu aussi, des dossiers où quand un jeune enquêteur arrive dans un service, on lui dit « tiens, relis le dossier machin, tu diras si tu as une idée ». Donc c'est important que ces dossiers-là ne soient pas fermés, puisque chaque nouvel œil peut apporter quelque chose. Ça, c'est très important, hein, la lecture, la relecture en fait d'un dossier. C'est-à-dire que on n'imagine pas extérieurement que des enquêteurs en fait sont tellement collés parfois à la réalité de leur enquête qu'ils oublient et qu'ils ne voient pas certaines choses que d'autres témoins extérieurs pourraient noter, trouver surprenant, etc. C'est très important la relecture d'une affaire par une tierce personne, enfin un tierce enquêteur. C'est d'autant plus important que les membres des services d'enquête, police ou gendarmerie, changent régulièrement de poste, que les magistrats instructeurs changent aussi de poste. Donc en fait, parfois il y a des affaires où on sent que les enquêteurs ont le sentiment de toucher la vérité, mais il va y avoir un autre juge d'instruction, ou alors on va les dessaisir au profit soit de la gendarmerie s'ils sont policiers, soit... Donc en fait, c'est important tout le temps de relire, qu'il y ait quelqu'un qui ait une vision. Ça, c'est quelque chose de préjudiciable, souvent aussi. Curieusement, parfois, quand un dossier change de juge d'instruction, parfois on oublie. Alors, ça peut être intéressant s'il a de nouvelles convictions, mais à côté de ça, ça peut être aussi terrible pour un dossier parce qu'on oublie le fil conducteur que poursuivait ce magistrat. Donc, c'est à double tranchant, hein, Cyrielle. Oui, et c'est là justement l'importance d'avoir un bon avocat pénaliste qui va accompagner les familles, qui lui a cette connaissance du dossier et qui, selon les enquêteurs, selon les changements de magistrats, va pouvoir dire il y a encore cette analyse à faire, cette expertise, ce complément d'information, c'est crucial pour la vérité. Par exemple, pour prendre effectivement le cas peut-être le plus connu, le fait divers le plus emblématique des 20 dernières années en France, Xavier Dupont de Ligonnès, la prescription est à chaque fois remise à zéro. À chaque fois qu'il y a une perquisition, par exemple, il y a des abbayes qui avaient été perquisitionnées il y a quelques années, on repart à chaque fois à zéro. Je crois que la prescription est de 25 ou 30 ans dans le cas d'un quintuple homicide, puisque c'est la même durée qui est un meurtre ou 10. Ah, d'accord. Donc à chaque fois c'est renouvelé et donc ce qui fait que si un jour Xavier Dupont de Ligonnès était retrouvé, il pourrait donc être jugé et ne pas prescrit. Pardonnez-moi, mais dans un instant, vous allez nous rappeler qu'il y a eu un élément nouveau. Il y a quelque chose que l'on n'a pas dit la dernière fois sur Sud Radio à propos de l'affaire Dupont de Ligonnès. C'est qu'en fait, on pense... Ah, j'en dis pas plus. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio avec nos auteurs. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Toujours en compagnie de Victor Lefebvre, de Alexandre Martinez de Factuel.media et avec nous, deux journalistes spécialisés dans le fait divers, Marion Garnier et Cyrielle Adam, auteurs du livre Cold Case paru chez Larousse. Juste avant la coupure, on parlait d'affaires non résolues évidemment et je faisais une petite incidente sur l'affaire Dupont de Ligonnès parce qu'on dit toujours que la dernière image de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est Roquebrune-sur-Argence où on le voit sur le parking et qui part vers les montagnes. Eh ben en fait pas tout à fait. Alors c'est la dernière image sûre et certaine de lui effectivement à Roquebrune-sur-Argence, mais le dernier signalement, c'est ce qu'avait révélé l'enquête de Society à l'époque, qui a été pris au sérieux par les autorités, c'est le 26 avril 2011 à Lançon-Provence, et là c'est en pleine nuit à la station Total après le péage de Lançon. C'est un homme qui correspond aux caractéristiques physiques de Dupont de Ligonnès. Alors on n'est pas sûr à 100% que ce soit lui, mais il y a quand même un détail qui trouble les enquêteurs, c'est qu'il lui manque une dent. Et c'était quelque chose qui n'avait jamais été révélé dans la presse. Donc en fait, la femme qui aperçoit l'homme présumé être Xavier Dupont de Ligonnès dit voilà, il y a un homme qui lui manque une dent. Et les images de vidéosurveillance confirment une ressemblance frappante avec effectivement Dupont de Ligonnès. Il est pris en stop à 3h du matin par une Volkswagen Combi. Et alors là où ça devient effectivement assez dingue, c'est que le conducteur qui a été retrouvé par la police était peut-être le seul homme en France à l'époque en 2011 à ne pas avoir entendu parler de l'affaire. Donc il le prend en stop, mais il ne le reconnaît pas. Il pense que c'est un autostoppeur lambda. Et il dépose
le présumé ou le pseudo Xavier Dupont de Ligonnès à la gare d'Aix-en-Provence. Et là, il est filmé sur le parvis de la gare à 6h du matin. Et à 7h du matin, il achète un billet à 1,20 €, destination libre. Et là, on ne sait pas ce que devient cet homme. Quel mystère. Quel mystère. Nous parlons de Cold Case et je le disais, votre livre absolument formidable revient sur une affaire passionnante qui est l'affaire Kulik. C'est une affaire sordide. On a on a oublié ce crime qui était vraiment atroce. Cette jeune femme retrouvée violée, brûlée. Rappelez-nous, Marion Garnier ou Cyrielle Adam, déjà le contexte. Élodie Kulik, c'est une jeune femme de 24 ans qui est retrouvée morte dans une décharge agricole. On se rend compte qu'elle a été étranglée, qu'elle a été brûlée. Et dès le départ, en fait, l'enquête a un élément crucial qui est un enregistrement de l'appel téléphonique qu'Élodie a passé vers le centre d'appel des pompiers au moment de son meurtre. Donc on a 26 secondes qui montre tout le calvaire que cette jeune femme a vécu et sur lequel, derrière les cris d'Élodie Kulik, on entend la voix de ses agresseurs. On entend des voix d'hommes. Ouais, tout à fait. Avec des accents picards. Avec des accents picards, voilà. Et alors, cette enquête, elle va piétiner. Elle va piétiner. Pourtant, il y a 7 enregistrements qui donnent une information cruciale, à savoir il y a au moins 2 auteurs du coin, puisqu'ils ont un accent picard. Et l'autre élément très important, c'est qu'à côté du corps d'Élodie Kulik, sur la scène de découverte du corps, sur la scène de crime, on retrouve un préservatif. Un préservatif avec un préservatif usagé. On peut extraire de l'ADN de ce préservatif, le même ADN que celui qui est retrouvé dans le corps d'Élodie, donc il n'y a aucun doute que le violeur a utilisé un préservatif et a oublié le préservatif sur la scène de crime. Avec ces 2 indices, c'est vrai qu'au départ, ils pensent, et les parents d'Élodie Kulik qui sont formidables, s'accrochent à ça, on va trouver, le papa aux obsèques dit, je te promets, on va trouver tes assassins. Et en fait, ça piétine. Ça piétine. Ça marche pas parce que on trouve pas on n'a pas de trace de celui qui a laissé des empreintes. L'ADN n'est pas rentré au FNAEG. L'ADN n'est pas rentré au FNAEG. Ça piétine. Là, honnêtement, dans cette affaire, c'est la SR, les gendarmes d'Amiens, qui font un boulot formidable. Parfois, il y a un peu de malchance aussi dans les enquêtes. Donc ils recueillent plein de témoignages. Ils font plein de choses. Il se trouve, c'est peut-être... il y a 2 autres meurtres de jeunes femmes peu de temps après dans la région. Donc ils enquêtent aussi beaucoup là-dessus pour identifier l'auteur qui va être identifié, mais il ne peut pas avoir tué Élodie puisqu'il était au moment en prison, donc il a un alibi en béton, comme on dit. Le temps passe, et c'est vrai que les choses n'avancent pas. Et le père d'Élodie Kulik, qui est seul puisque la maman fait une tentative de suicide peu de temps après le meurtre de sa fille, va médiatiser aussi l'affaire et il va même proposer une récompense pour avoir des témoignages. Bon, ça donnera rien, mais cette médiatisation, je ne sais pas si c'est que ça, mais il n'a jamais été question de fermer le dossier d'Élodie Kulik. Et ils ont cherché jusqu'au dernier rebondissement qu'arrive de la gendarmerie. 10 ans plus tard. Alors, c'est ça, rebondissement, 10 ans plus tard, on a la trace on retrouve la trace de l'assassin, donc cette fois-ci l'analyse génétique match, mais les enquêteurs appellent les parents et ils disent cette phrase: on a une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Oui. Et au départ, ils ont l'ADN parce que c'est un gendarme de la SR d'Amiens qui a été en stage à Quantico, le centre de formation du FBI, et qui revient en disant: mais pourquoi on ne fait pas un ADN en parentèle? Un peu de si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Donc on n'a pas l'ADN direct, mais peut-être que dans le fichier, il y a un ADN très approchant de quelqu'un de la famille. Et là, bingo, ils trouvent quelqu'un, un homme, ils se disent c'est peut-être son fils, ils exhument, ils font et c'est lui. C'est le violeur d'Élodie Kulik. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est mort. Il est mort dans un accident de voiture 1 an après le meurtre. Et là,
tout l'enjeu, et c'est rarissime, c'est-à-dire qu'on est quand même longtemps après les faits, c'est de dire, mais avec qui cet homme... Oui, c'est d'essayer de retrouver le complice. Voilà, retrouver le complice. Puisqu'il y avait, je rappelle pour nos auditeurs, il y avait 2 voix masculines au moment. Ouais, au moins 2 voix. Et là, c'est un travail. Alors là, c'est vraiment le travail de proximité. Alors, Grégory Viard, il passait ses soirées avec qui? C'est qui? Il faisait quoi? Il était inscrit dans un centre de 4x4. Il aimait bien les soirées entre potes alcoolisés. Enfin voilà, ils font tout un truc et tombent sur un type qui s'appelle Willy Bardon. Et ils se disent, bon, Willy Bardon, il sent bon, quoi. C'est peut-être... Donc, ils mettent en garde à vue Willy Bardon et 6 autres personnes du même coin qui connaissaient Grégory Viard et qui connaissent Willy Bardon. Pendant cette garde à vue, ils font écouter les enregistrements, l'enregistrement, l'appel au secours, et parmi les gardés à vue, 5 disent c'est la voix de Willy. Faut préciser quand même, pour être totalement honnête, c'est que sur cet enregistrement, on n'entend pas ce qui est dit. On entend Élodie hurler, on entend au secours, enfin on n'entend pas trop, et on entend derrière, on peut entendre un petit mot, on entend qu'il y a 2 voix et qu'il y a un accent picard. Alors bon, après... c'est pas facile, vous voulez dire, d'identifier les voix. Et honnêtement, l'analyse vocale, c'est pas une science exacte. Enfin, c'est pas... Et Willy Bardon, qui est quand même... il est quand même certain qu'il passait ses vacances, ses soirées avec Grégory Viard, que c'est le style de gars un peu violent avec les femmes, que certaines témoignent qu'il s'est déjà amusé à les poursuivre en voiture sur la route où Élodie a été au début agressée. Ils ont provoqué son accident, ils l'ont enlevé puis ils l'ont emmené sur la décharge. Donc il y a beaucoup d'éléments, il a toujours clamé son innocence, mais il y a beaucoup d'éléments qui amènent jusqu'à Willy Bardon, jusqu'au procès de Willy Bardon et jusqu'à la condamnation de Willy Bardon. Ah oui, il a été condamné. Il a été condamné. Et ce qui est que Élodie Kulik était une jeune femme brillante, une avocate, hein, c'est ça, brillante. Elle dirigeait une agence bancaire, c'était la plus jeune directrice d'agence bancaire en France en 2002. Et les conditions de sa mort sont terribles, effectivement, puisque vous parliez de cet appel. Elle savait, elle pressentait, du coup, elle voyait ces hommes fondre sur elle, et elle pressentait leurs intentions meurtrières. Honnêtement, c'est une scène de film d'horreur quand on imagine. C'est-à-dire qu'elle doit être elle rentre d'une soirée avec un copain, elle sort d'un resto chinois, elle rentre chez elle à Péronne, elle est sur sa départementale dans la nuit, une grosse voiture arrive, lui fait des embardées, fait des queues de poisson, des trucs, elle fait une embardée, elle part, et là, dans le champ, et c'est là qu'elle appelle au secours, elle voit les silhouettes arriver, et après, après il la transporte, après c'est affreux. Et cette affaire, c'est l'horreur des faits que je pense qui a mobilisé beaucoup, mais c'est aussi la personnalité du père. Le père qui est quelqu'un avec une force vitale. Tous ceux qu'ont rencontré Jackie Kulik sont une force vitale incroyable, parce que cet homme, il a vécu l'enfer à de multiples reprises dans sa vie. Bien sûr. Avant la naissance d'Élodie, il avait eu un accident de voiture et les 2 premiers enfants de 5 et 6 ans étaient morts. Donc c'était terrible. Et c'est son combat, la vérité. Ouais. Et il l'a mené. Tragédie familiale absolument terrible. Merci Marion Garnier, merci Cyrielle Adam d'être venu nous parler de votre livre Cold Case aux éditions Larousse. Alors vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio, et à ce propos, Sud Radio bat encore des records. Vous êtes désormais 900 000 à être abonnés à la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci 900 000 fois. La semaine prochaine, on se retrouve samedi 10h pour une nouvelle heure libre. Tout de suite, bientôt 11h, c'est On parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. La fin de la vignette verte sur vos pare-brises, c'est à partir de lundi 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril. À tout de suite, on parle de tout cela dans On parle auto, justement, sur Sud Radio.